Un journaliste meurt dans sa chambre d'hôtel pendant la CAN. Les caméras de surveillance sont mystérieusement hors service. Son ordinateur disparaît. 24 heures plus tôt, il dénonçait des matchs truqués en direct à la télévision. Et le silence total des autorités. Bienvenue dans les coulisses les plus sombres du football africain, là où enquêter peut vous coûter la vie. Salut à tous, je suis avec Alex aujourd'hui pour une discussion qui va vous glacer le sang. On va parler de ce qui se passe vraiment derrière les paillettes de la Coupe d'Afrique des Nations. Alex, quand on regarde la CAN à la télé, on voit des célébrations, des bulles magnifiques, de l'émotion. Mais toi, tu me dis qu'il y a une réalité complètement différente qui se joue en coulisses. Exactement Karim, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. La CAN est devenue bien plus qu'un simple tournoi de football. C'est devenu une zone de haute tension géopolitique, un terrain où la survie des journalistes indépendants est littéralement en jeu. Et je pèse mes mots quand je dis survie. Alors, commençons par le commencement. Il y a une tension palpable entre la CAF, la Confédération africaine de football, et les médias. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Sous la direction de Patrice Motsepe, la CAF a mis en place ce qu'elle appelle un cadre disciplinaire rigide pour les journalistes. Officiellement, c'est pour lutter contre ce qu'il qualifie d'escalade du comportement inconvenant. Il cite des incidents réels, je te l'accorde, des bagarres entre journalistes ghanéens, guinéens, sénégalais en tribune de presse, des reporters ivoiriens qui ont célébré torse nu comme s'ils étaient eux-mêmes des joueurs. L'Association internationale de la presse sportive a qualifié ces comportements de déplorables. Ok, donc il y a eu des dérapages. Mais quelle est la réponse de la CAF? La réponse, c'est une liste de comportements proscrits et de sanctions très lourdes. On interdit les célébrations jugées sauvages en tribune de presse. On interdit tout langage vulgaire envers les joueurs ou les entraîneurs. On interdit absolument de filmer dans la tribune média. On interdit la diffusion en direct depuis la zone mixte. Et les sanctions, Karim, elles sont immédiates et définitives. Expulsion par les services de sécurité et retrait définitif de l'accréditation. Ça semble sévère, mais on pourrait argumenter que c'est juste une question de professionnalisme, non? C'est là que ça devient intéressant, parce que sous cette volonté affichée de maintenir l'ordre se cache quelque chose de beaucoup plus insidieux. La tribune de presse se transforme progressivement en un espace complètement aseptisé où le dissentiment n'a plus la place. En restreignant la liberté de mouvement sous couvert d'éthique professionnelle, la CAF s'octroie en réalité le monopole du récit. Elle contrôle ce qui peut être dit, filmé, diffusé. Mais attention, cette architecture de contrôle institutionnel, elle s'effondre complètement quand on bascule du simple retrait d'accréditation vers le drame humain. Et c'est là qu'on arrive à l'affaire Mohamed Soumaré. Mohamed Soumaré, retiens bien ce nom Karim. Le 14 janvier 2026 à Rabat au Maroc, pendant la CAN. Mohamed Soumaré, consultant de 55 ans pour l'ORTM, la télévision nationale du Mali, est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Et il n'est pas le seul. Un employé camerounais de l'hôtel subit le même sort au même moment. 2 morts simultanées dans le même hôtel pendant la CAN. Qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances? Voilà où ça devient vraiment troublant. Premièrement, les caméras de surveillance de l'établissement auraient été hors service au moment exact du drame. Deuxièmement, l'ordinateur de travail de Soumaré a disparu de sa chambre, volatilisé. Troisièmement, et c'est crucial, 24 heures avant sa mort, Mohamed Soumaré avait accordé une interview où il pointait du doigt ce qu'il appelait des points noirs concernant l'arbitrage et des soupçons de matchs truqués. Il mentionnait notamment les rencontres Algérie-Nigeria et Maroc-Nigeria. Donc, un journaliste dénonce publiquement des matchs truqués et le lendemain, il est mort avec son ordinateur disparu et les caméras de surveillance en panne. Et quelle est la version officielle? Crise cardiaque. C'est tout. Crise cardiaque. Mais la communauté numérique et les observateurs indépendants ne l'entendent pas de cette oreille. Beaucoup dénoncent un assassinat lié directement à ces velléités de dénonciation de la corruption. Et ce qui est peut-être le plus accablant, c'est le silence. Le silence persistant de la CAF et des autorités marocaines. Ce silence n'est pas une simple défaillance de communication, c'est une anomalie procédurale grave. Quand 2 personnes meurent dans un cadre officiel et qu'un ordinateur disparaît, l'absence totale d'enquête transparente constitue en soi une menace pour l'intégrité du tournoi. Ce mutisme alimente forcément les théories les plus sombres. Absolument. Et malheureusement, ces théories ne sont pas si folles quand on regarde le contexte global du sport africain et mondial. Le sport, qui est censé être un bien public mondial, subit aujourd'hui l'assaut d'une industrie non réglementée qui attire le crime organisé comme un haïment. Tu peux nous donner des chiffres concrets sur l'ampleur de cette corruption? Les chiffres sont vertigineux, Karim. Durant les années 2010, les instances dirigeantes du football ont perçu 1,1 milliard de dollars de pots de vin.
1 milliard. Le trucage de matchs, rien que pour le football européen, représente entre 500 et 1 milliard d'euros de gains criminels annuels. Mais le plus impressionnant, c'est le blanchiment d'argent. Environ 140 milliards de dollars sont blanchis chaque année via les paris sportifs illégaux. 140 milliards. C'est astronomique. Et le dopage dans tout ça? Le dopage systémique touche entre 14 et 39% des athlètes élites selon les estimations, alors que les contrôles officiels ne détectent que 1 à 2%. L'écart est abyssal. Et on pourrait parler aussi de l'évasion fiscale, avec les cas emblématiques de Messi et Ronaldo qui ont impliqué des millions de dollars détournés de fonds publics. Face à tout ça, les mécanismes d'autorégulation du sport, les comités d'éthique, les codes de conduite, ils font quoi exactement? Ils échouent, Karim. Ils échouent lamentablement. Et ce n'est pas un hasard. Il y a un conflit d'intérêts structurel fondamental. Les instances sportives ne peuvent être simultanément promoteurs commerciaux et régulateurs éthiques. C'est impossible. Cette défaillance crée un vide énorme. Et devine qui se presse à combler ce vide? Les régimes autoritaires, mais pas pour protéger le sport, pour neutraliser ses observateurs sous couvert de sécurité nationale. Ça nous amène à la partie la plus sombre de notre discussion, la répression politique des journalistes. Dans des pays comme le Cameroun ou la République centrafricaine, l'arsenal législatif antiterroriste est littéralement détourné pour supprimer la dissidence médiatique. La corruption sportive étant souvent imbriquée dans les structures de l'État, toute enquête sur le football devient un acte de sédition aux yeux des autorités. Comment ça se manifeste concrètement? Je vais te donner des exemples documentés par le Comité pour la protection des journalistes et d'autres organisations. Au Cameroun, Cavaillé Yeguidi Dibril, le président de l'Assemblée nationale, a qualifié les réseaux sociaux de, je cite, « une nouvelle forme de terrorisme aussi dangereuse qu'un missile ». Quand le président de ton Parlement dit ça publiquement, imagine ce que ça signifie pour un journaliste qui veut enquêter sur la corruption dans le football. Et il y a des cas concrets de journalistes persécutés? Ahmed Abba, correspondant de RFI, a été condamné à 10 ans de prison pour non-dénonciation de terrorisme. Détenu au secret, il a été frappé à coups de machette et de bâton par les services d'intelligence. À coups de machette, Karim. En République centrafricaine, le ministre de la Sécurité publique en personne a frappé des journalistes de France 24 à Bangui avant de les faire incarcérer. Christian Azudawa, directeur du journal Le Charpentier, a été jeté en isolement avec des criminels violents à la prison de Ngaragba pour avoir révélé un détournement de fonds. Et puis il y a la censure Wagner. Des journalistes ont dû fuir le pays après avoir exposé les liens entre le régime centrafricain et le groupe paramilitaire russe. C'est absolument terrifiant. Dans ce climat, comment les journalistes peuvent-ils simplement faire leur travail? La réponse triste, c'est que beaucoup ne peuvent plus. Ce climat de terreur où les reporters risquent d'être transférés dans des lieux de torture documentés pour une simple interview impose une autocensure généralisée. Les journalistes abandonnent les sujets sensibles, la corruption de haut niveau, les liens politiques, tout ça devient intouchable. La vérité n'est plus une quête professionnelle, elle devient une véritable danger mortel. Et le public, nous tous, on est privé d'une information vitale sur la gouvernance du sport qu'on aime. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions possibles? Il faut un changement de paradigme complet. Premièrement, il faut créer une entité internationale véritablement indépendante, un organisme global, complètement détaché des intérêts des fédérations pour surveiller et appliquer les standards d'intégrité de manière contraignante. Deuxièmement, il faut réformer en profondeur l'arbitrage sportif. Le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS, sa transparence est actuellement compromise par sa proximité avec les instances dirigeantes. Troisièmement, et c'est crucial, il faut déployer ce que j'appelle des boucliers juridiques pour les journalistes. Des boucliers juridiques? Des initiatives comme Media Legal Defense Initiative ou Reporters Shield. Ces structures ne sont pas des options charitables ou des bonus sympathiques, c'est une infrastructure critique pour défendre les reporters contre les poursuites bâillons et les détentions arbitraires. Sans cette protection, le journalisme d'investigation dans le sport africain va tout simplement disparaître. Et si rien ne change? Si l'impunité persiste, si la lumière s'éteint définitivement sur les coulisses financières du sport, le football africain ne sera plus qu'une coquille vide, un spectacle au service du crime organisé. La transparence n'est pas une option négociable, c'est le dernier rempart contre la perte définitive de l'âme du jeu. Mohamed Soumaré est peut-être mort en essayant de nous révéler la vérité, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de ne pas laisser son histoire mourir avec lui. Merci Alex pour cette analyse aussi complète que glaçante. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a marqué, partagez-la, parce que le silence, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est exactement ce qui permet à ces systèmes de prospérer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion. D'ici là, restez informés, restez vigilants. Et n'oubliez jamais que derrière chaque match, chaque but, chaque célébration, il y a des gens qui risquent leur vie pour que vous connaissiez la vérité. À très vite.